Bonjour. La dernière fois, nous avons parlé de quelques généralités concernant la préhistoire. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'origine de la préhistoire, de l'origine de cette science, en remontant donc à l'Antiquité. Alors, je vous rappelle un petit peu le plan. Et donc, vous constatez donc, nous en sommes à la première partie, aux origines de la préhistoire. On va commencer donc par la période de l'Antiquité à l'époque moderne. Et la première chose, c'est que durant l'Antiquité, donc, eh bien, pendant très longtemps, on ne s'est pas douté, on ne s'est pas posé la question, en tous les cas, de savoir si l'homme avait une origine très ancienne. Bien sûr, on parle de peuples. Les auteurs parlent de peuples qui sont les Ligures, les Celtes, les Gaulois, les Ibères, mais ces peuples en sont généralement à l'âge du fer. Et même Homère, parlant des Troyens, parle de leurs outils ou de leurs armes d'airain, de bronze en quelque sorte. D'autres auteurs comme Lucrèce, par exemple, Hérodote raconte que les Égyptiens utilisent des silex, par exemple des couteaux en silex pour les opérations de l'embaumement des morts. La Bible elle-même mentionne des silex, des lames de silex pour la circoncision. Ennius, un autre auteur, parle des silex employés pour la taille des voiles, et même Tite-Live parle donc dans le combat des Horaces et des Curiaces, en ce qui concerne les rites qui précédèrent le combat, il signale que la victime était frappée avec un couteau en silex. Donc, on n'ignore pas qu'il peut y avoir des armes ou des outils en silex, par exemple. Et pourtant, pendant très longtemps, on a cru que ces silex ou ces pierres qui sont soit des pointes de flèches comme ici, soit encore et plus souvent des haches, donc que ces armes ou ces outils avaient une origine liée aux orages, et par conséquent, on les appelle les pierres de foudre. C'est-à-dire que quand la foudre tombait, par exemple, et on cherchait près du point d'impact de la foudre, donc, ces céraunies, on les appelle comme ça, ces objets, C-E-R-A-U-N-I-E-S, on cherchait donc ces céraunies qui avaient une valeur un peu magique. Et il faut attendre donc le XVIe siècle pour qu'un érudit qui s'appelle Mercati soupçonne que ce n'était pas du tout des pierres dues à un phénomène naturel, la foudre, mais simplement des objets taillés par l'homme et donc qui précédaient peut-être d'autres objets en métal. Il dit, par exemple, que ceux qui étudient l'histoire pensent que ces objets ont été détachés par un choc de silex très dur pour servir dans les folies de la guerre. Les plus anciens hommes ont eu pour couteau des lames de silex. Ils fabriquaient tout avec des pierres aiguisées. Malheureusement, il n'a été publié, ce Mercati, qu'au début du XVIIIe siècle, et pendant très longtemps, donc, on a continué à parler des pierres de foudre, qui étaient systématiquement recherchées parce que finalement, elles avaient souvent une valeur magique.
voyez, prophylactique quelquefois. Hein. Donc, par exemple, dans le Velay, au début du siècle, elles étaient placées dans des récipients dont l'eau prenait des pouvoirs guérisseurs. Et un peu partout, on a plusieurs exemples de ce pouvoir guérisseur des pierres de foudre, des cérémonies, voyez. Et par conséquent, il faut attendre très longtemps. Alors, voici par exemple ici un exemple trouvé donc dans une sépulture d'un moine, semble-t-il. Eh bien, vous avez un chapelet qui est fait avec ces pierres de foudre là, et notamment l'une d'elles, une hache, est portée en pendentif. Et tout le chapelet est fait avec des pierres de foudre, là, ce qui montre bien qu'elles avaient une valeur spéciale. De la même manière, à cette époque-là, il va y avoir donc des représentations fantaisistes de ces premiers hommes. Par exemple, ici, au Brésil, le Brésil, donc cette scène se passe au Brésil et donc au XVIIe siècle et représente donc une scène de cannibalisme. C'est ainsi qu'on se représentait les préhistoriques à une époque et même les peuples d'un niveau de civilisation différent d'une autre de l'époque, hein, et par conséquent beaucoup plus près des origines, en quelque sorte. Hein. Donc, cette scène de cannibalisme qui date de 1624 est rapportée par le moine Las Casas, qui a bien observé donc la conquête de l'Amérique et qui a suivi les conquistadors, en quelque sorte. Hein. Et puis, également, ce que l'on a, c'est une espèce de préhistoire inventée. Évidemment, on trouve des ossements, souvent des ossements d'animaux qui sont gros, qui sont grands. Donc, cette préhistoire imaginaire fait qu'on se représente nos ancêtres, ou des ancêtres en tous les cas, comme des géants, comme ici, vous voyez, avec un drôle de museau à la place de la bouche, hein, et puis donc tout à fait un groin d'animal, là, hein, deux trous pour les narines, vous voyez, une peau de bête comme vêtement, une hache manchée quand même, hein, voyez. Et donc c'est la préhistoire imaginaire de ces gens qui vivaient donc au XVIIIe siècle, par exemple, ou même au début du XIXe siècle. Ici, même si la photo est toute petite, là, eh bien, vous voyez un drôle d'homme animal, en quelque sorte, hein, avec vraiment une tête de primate, peut-être. Il a lui aussi une hache manchée, vous voyez. Il est recouvert de poils. Et donc, c'est une espèce donc, de préhistoire inventée d'hommes que l'on imagine de cette façon-là, à ces époques anciennes. Un des premiers à se poser la question au XIXe siècle, c'est le français au XVIIIe siècle, c'est le français Jussieu qui, en 1723, donc, pense que les céronies sont d'origine humaine. Mais bon, il prêche un peu dans le désert. Il dit, par exemple, il est cependant curieux que les anciens n'aient jamais fait le rapprochement qui s'imposait entre les céronies et les armes et outils de pierre. Évidemment, si l'on ne se pose pas trop la question, c'est que nous avons une réponse toute trouvée dans la Bible, puisque Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez, c'est l'épisode de la création.
Et vous avez ici le déluge tel qu'on se le représentait, peut-être au XIXe siècle aussi, avec ces énormes courants impétueux, ces orages, ces animaux qui sont sur des points hauts. Et donc, le déluge qui est le début de toute chose, en quelque sorte. En tous les cas, c'est le début de l'humanité, d'une certaine façon. Hein. Et à ce propos, nous avons donc un médecin suisse, Scheucher, qui prétend, et vous l'avez à gauche là, qui prétend avoir trouvé donc le squelette d'un homme qu'il appelle l'homme pécheur du déluge. Et il propose à tout le monde de venir constater, donc de venir voir se noyer, condamné à l'enfer. Il a donc trouvé la preuve que le déluge cité dans la Bible a bien eu lieu. Et cette gravure est de 1863, alors qu'on est à une époque où on commence à douter quand même. Hein. Et puis, nous avons un scientifique illustre, là, un fondateur de l'anatomie comparée, un Français qui s'appelle Cuvier, et qui va affirmer que le squelette retrouvé est un squelette géant de salamandre. Il s'agit d'une salamandre donc qui ne vit plus sur Terre, mais qui a vécu antérieurement. Donc pour lui, Cuvier, il n'y a pas d'homme fossile. Il faut dire qu'il est le fondateur de l'anatomie comparée et que par conséquent, il a quelques raisons d'affirmer qu'il s'agit d'une salamandre. Hein. Nous passons maintenant à Buffon. Donc, vous avez un buste ici, dans un parc. Et Buffon, qui est un scientifique aussi, pense aussi que la Bible est le seul récit vrai de la création. Mais il explique que l'on trouve des fossiles d'âges différents parce que, selon lui, il y a eu des créations successives à la suite donc de catastrophes qui peuvent être donc des catastrophes qu'on dirait locales. Après le déluge, événement universel, vous pouvez avoir des catastrophes locales qui ont engendré donc des disparitions et des créations nouvelles. Donc, l'homme serait un rescapé, l'homme donc aurait eu des ancêtres chanceux qui auraient survécu donc à ces différents épisodes. Donc, après la période de l'Antiquité à l'époque moderne, nous allons passer donc au début du XIXe siècle, période capitale, puisque deux sciences connexes à l'archéologie, enfin à la préhistoire, vont se mettre en place, des méthodes plus définitives, hein, c'est-à-dire la géologie et la paléontologie. Alors, si l'on prend quelques exemples locaux, d'historiens locaux, comment ont-ils apprécié ces époques anciennes? Comment en ont-ils parlé? L'abbé Colomès, du fait sans doute aussi de son état ecclésiastique, hein, à la fin du XVIIIe siècle, publie une histoire de la Bigorre, hein, et sagement, il fait remonter donc son histoire à l'époque romaine.
Et comme à l'époque romaine, il y a quand même des vestiges, notamment des inscriptions que l'on connaît déjà à cette époque-là, bien sûr, eh bien, il parle sur une période qui constitue un terrain sûr quand même pour l'historien, relativement sûr en tous les cas, bien sûr. Et la Boulinière, qui est un administratif qui a parlé donc au début du 19e siècle du département, eh bien lui, il se contente d'introduire donc les Gaulois avant les Romains. Voilà son apport pour cette partie ancienne de l'histoire. Par contre, Abadie de Sarancolin, ici, dans son indicateur des Hautes-Pyrénées, pour lequel, donc, publié au milieu du 19e siècle, eh bien, Abadie de Sarancolin, lui, va beaucoup plus loin parce que, à son époque, on a trouvé à Rébénac des restes d'un pachyderme fossile. Alors, il va en tenir compte pour essayer d'esquisser grossièrement une histoire géologique de notre région. Et puis, il va rattacher à ces époques où l'on a des animaux donc, qui ont disparu, il va rattacher des hommes, la deuxième génération de Noé, dit-il, et des hommes qu'il va essayer de rattacher aussi à la légende de Pyrène, à la légende d'Hercule, vous voyez, donc aux héros de l'Antiquité grecque, bien entendu. Voilà pour ces quelques indications sur les historiens locaux. Et voilà ici donc Cuvier, encore. Et Lamarck, qui est un opposant à Cuvier, parce que Lamarck prétend que l'homme s'est rendu dominant dans le monde animal. Donc, fini, pour lui, c'est fini pour le déluge comme explication. Il a d'autres explications, mais bon, par rapport à Cuvier, donc, par rapport à Cuvier, évidemment, il y a opposition entre les deux scientifiques, mais Cuvier, c'est l'homme des honneurs, c'est l'homme qui va finir professeur au Collège de France, il va finir baron d'ailleurs aussi. Et donc, Lamarck s'oppose à lui. Et puis, nous passons ici donc au père de la préhistoire, en quelque sorte, qui s'appelle Boucher de Perthes de Crèvecoeur. Et Boucher de Perthes de Crèvecoeur, après différents voyages, notamment en Italie, à Paris, etc., eh bien, revient à Abbeville, où son père était directeur des douanes, après 20 ans de pérégrination. Et donc, il prend la suite de son père comme directeur des douanes, et donc au milieu du 19e siècle, il trouve des pierres taillées, mêlées au reste des éléphants, des rhinocéros et des hippopotames, donc une faune de région chaude, voyez, et il parle d'hommes antédiluviens, c'est-à-dire d'avant le déluge. Alors, dans une carrière près d'Abbeville, il va trouver des haches et une mâchoire humaine. Mais bon, il paye des ouvriers qui lui rapportent les objets. Puis, conscient qu'on peut le tromper, il paye les ouvriers s'il lui montre en place dans la carrière les vestiges
Et par conséquent, on trouve donc bien une mâchoire que les ouvriers donc, ont préservée, semble-t-il. Ils trouvent une mâchoire associée à des haches et à une fonte chaude. Donc, il va en déduire que l'homme, cette mâchoire est humaine, bien sûr, hein, donc c'est dans une carrière des environs qui s'appelle Moulin-Quignon. Et par conséquent, va s'en suivre un débat. Il va faire venir des archéologues anglais, également, des scientifiques anglais, et on va débattre pendant longtemps de cette mâchoire humaine qu'il a trouvée mêlée à ses outils de pierre. Il a beaucoup publié, c'est pour ça qu'on en fait le père de la préhistoire aussi. Hein. Il a beaucoup publié de journaux, d'ouvrages philosophiques, etc. Et puis pour la préhistoire, vous voyez, il a publié donc ces antiquités celtiques, notamment. Hein, vous voyez, donc c'est un monument, hein, mais il a suscité quand même la polémique et les gens ne sont pas d'accord. Par exemple, pour la mâchoire de Moulin-Quignon, là, il a fait venir 4 sages qui étaient professeurs donc, au Muséum d'histoire naturelle, en même temps qu'un spécialiste anglais, mais ils n'ont pas été d'accord. Donc, il y a eu une véritable polémique, mais on a beaucoup parlé de cette histoire, notamment, on a beaucoup débattu, donc ça a quand même fait avancer les choses, en ce sens que le grand public a pris connaissance donc de ces questions fondamentales. Ici, vous avez donc une planche qui représente des armes. Vous voyez, des armes. Hein, et l'auteur en est un certain François Joannet. Et dans ces armes, vous voyez, nous avons des armes en métal, des armes de bronze probablement, peut-être de fer aussi, mais également, et c'est la première fois qu'on assiste à ce genre de dessin, là, qu'on assiste à ce genre de publication, vous voyez, c'est-à-dire des armes en pierre. Aussi bien, on voit par exemple des haches en pierre, là, vous voyez, pierre taillée ou pierre polie, et des sortes de poignards avec manche, comme ici, ce qui est assez rare probablement. Hein, voyez. Donc, c'est le premier qui, en parlant des armes en général, va donc montrer que parmi ces armes, il y a également des armes en pierre. C'est une autre manière donc de faire, de ne plus accorder d'importance aux céronies, comme on les appelait, mais de bien montrer qu'il s'agissait d'armes et d'outils vraiment taillés par les hommes. Et voilà ici quelqu'un qui est très connu, puisqu'il s'agit de Darwin. Donc, vous savez que Darwin a fait un voyage aux îles Galapagos et qu'il en est revenu avec la théorie de l'évolution des espèces, c'est-à-dire que les espèces évoluent, la sélection naturelle se fait grâce à l'adaptation à l'environnement et il est conduit à penser que cette évolution concerne aussi l'homme, puisque l'homme, les espèces voisines, l'homme et le singe en l'occurrence, hein, ont un ancêtre commun. Voilà ce qu'il dit à l'époque. Il va être évidemment moqué et on va le représenter sous la forme d'un singe, bien sûr. Hein. Voilà Darwin comme singe. Après ça, nous avons quand même des découvertes très importantes
Mais auparavant, Haeckel, ici, qui est un professeur de zoologie à Jena, en Allemagne, c'est pour ça qu'on le représente donc avec ses squelettes, là, eh bien, il pense, lui, qu'entre le singe et l'homme, il y a un chaînon manquant qu'il va appeler le pithécanthrope, c'est-à-dire l'homme-singe. Ensuite, dans l'île de Java, un homme, un chercheur qui s'appelle Dubois, et qui, comme son nom ne l'indique pas, est un néerlandais, va faire des fouilles parce que Java, se situant en zone chaude, n'a pas connu, selon eux, d'épisodes glaciaires qui auraient pu effacer, transformer les restes anciens. Donc, il va fouiller, il va trouver une calotte crânienne que vous avez là, et par conséquent, il va dire, il va affirmer qu'il a trouvé les premiers restes de pithécanthrope, c'est-à-dire d'homme-singe. Il va être complètement moqué, il va être pris pour un huluberlu, et par conséquent, on ne le croira pas, et il préférera donc enfermer tous ces ossements dans des caisses et ne plus en parler. Mais les fouilles seront reprises par un chercheur allemand qui s'appelle von Koenigal, qui va trouver également d'autres crânes, et vous voyez ici en bas à gauche, là, plusieurs fragments de crânes, certainement. Et entre 1936 et 1941, donc on est sûr qu'il y a un homme ancien dans l'île de Java. Vous voyez, c'est une première chose. La deuxième découverte importante nous vient de Chine. Alors, Java date de la fin du 19e siècle, au début du moins, hein. Mais ici, en Chine, les Chinois, depuis longtemps, avaient vendu comme médicament des dents d'animaux fossiles qu'ils croyaient être des dents de dragon. Et un naturaliste allemand trouve dans ces dents de dragon qu'il s'était procuré, donc une dent humaine. On va donc faire des fouilles, et le Canadien Black proclame donc l'existence d'un homme de Pékin qui a au moins 500 000 ans parce qu'il a trouvé une dent sur place. En 1929, donc, on va trouver un crâne qui est malheureusement soigneusement nettoyé avec une fraise de dentiste, ce qui supprime toute trace d'ancienneté en surface au moins, hein. Et puis, ce crâne va être envoyé aux États-Unis en 1937, mais comme c'est déjà la guerre entre le Japon et la Chine, eh bien, ce trésor va être perdu au cours des opérations militaires. Mais les fouilles vont être continuées à Zhoukoudian, et le Canadien Black, dont on va trouver différents ossements aussi, et par conséquent, c'est ce que je vous disais à l'instant, ces vestiges osseux, malheureusement, vont être perdus à cause de la guerre, hein. Voilà, vous avez quelques idées du site de Zhoukoudian, là, hein. Alors, évidemment, ces ossements n'ont pas été retrouvés, hein. Alors, après donc c'est début du 19e siècle, période capitale, nous avons donc le temps des fondateurs, et notamment c'est là qu'on va trouver un certain nombre de grands archéologues
régionaux qui ont fouillé la plupart des sites très anciens que l'on connaît ici. Hein. Mais surtout, ce qui va changer, c'est surtout le contexte. En effet, nous sommes donc au moment du Second Empire, dans les années donc, 1860, disons, hein, et vous savez que l'empereur lui-même s'intéresse beaucoup à l'archéologie, puisque il a fait fouiller notamment le site d'Alésia. Et surtout, ce qui va changer, c'est que on va s'intéresser maintenant aux recherches, à l'histoire et à l'archéologie également, à la préhistoire. Hein. Et ce qui va servir à cette préhistoire, ça va être donc le réseau des sociétés savantes. Il y en a une cinquantaine au début du siècle, il y en a près de 300 au milieu du siècle, à l'époque de la fondation de la Société académique pour les Hautes-Pyrénées, donc, hein, 1853, et puis il y en aura le double, c'est-à-dire 600 à la fin du siècle. C'est dire qu'il y a tout un réseau, il n'y a pas de ville sans société savante, et ces sociétés savantes s'intéressent à toutes les sciences, la botanique, la géologie, l'histoire aussi. Et donc, cet intérêt, il est global, mais pour la société académique, par exemple, il va y avoir un questionnaire archéologique. Ils ont eu le sentiment qu'il fallait aller plus loin en consultant dans les communes les gens passionnés, les instituteurs éventuellement, et ils ont élaboré tout un questionnaire pour récolter en quelque sorte des réponses. Alors, vous voyez, par exemple, à Barbazan-de-Sus, c'est l'instituteur qui répond, Arnonnet, hein, et il parle du Turon, il parle de débris d'une tour. Plus loin, à Aveux, vous voyez, c'est aussi M. Verdal, l'instituteur, qui parle du vieux château de Brandenvac. Mais quelquefois, par exemple à Burg, vous avez M. Galam-Bruzo de Sus, propriétaire à Burg, donc c'est un propriétaire éclairé, en quelque sorte. Hein. Et dans ce questionnaire de la société académique, il y a aussi des questions qui concernent tout à fait la préhistoire. Par exemple, il y a une question sur existe-t-il des grottes dans la commune? A-t-on trouvé des vestiges dans cette commune? Etc. etc. D'autre part, ces sociétés académiques vont organiser également des excursions avec des visites, évidemment, et tout ça fera l'objet finalement de comptes rendus, d'articles, et les gens qui s'intéressent parmi eux à la préhistoire ou même aux différentes sciences sont parfois des ecclésiastiques, mais ce n'est pas les plus nombreux, parfois des fonctionnaires, et souvent des professions libérales, donc des hommes de loi, donc des avocats, par exemple, des médecins. Beaucoup donc de ces gens exercent une profession libérale, vous voyez, et peu de ces sociétés vont se spécialiser au début, mais vers la fin du siècle, dans les années 1880, par exemple, eh bien, on va avoir des sociétés qui se spécialisent tout à fait dans l'archéologie et la préhistoire. Hein. Par exemple, à Toulouse, c'est l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres. Vous voyez, qui va jouer ce rôle. Hein. Par contre, à Paris,
les choses changent, puisque ici, par exemple, vous avez un futur professeur au Muséum d'histoire naturelle, et c'est un spécialiste, puisque Jean-Louis Armand Quatrefages de Réau, disons Quatrefages, possède par exemple 3 doctorats. Il est à la fois docteur en sciences, docteur en médecine et docteur en sciences naturelles. Donc, il va devenir professeur au Muséum d'histoire naturelle. Il choisit l'anthropologie et l'ethnologie et il enseigne à cette époque-là tout ce qu'on sait sur l'homme préhistorique. Voilà un deuxième exemple ici, pour finir. Et ce deuxième exemple, c'est Broca, Jean-Pierre Broca, qui est un médecin et qui a laissé son nom à la science parce qu'il s'est beaucoup intéressé au cerveau humain, et notamment il a découvert en 1861 le centre de la parole, ce qu'on appelle l'ère de Broca. C'est lui qui va introduire l'idée d'un rapport étroit entre la taille du cerveau et l'intelligence. Donc une chose qui va perdurer pendant très longtemps. Et ça veut dire aussi, quand même, et c'est l'origine du fait qu'on a pensé pendant très longtemps que l'homme avait une intelligence supérieure aux femmes. Voilà. Donc, il a créé la Société d'anthropologie de Paris. Il enseigne l'anatomie comparée de l'homme et des primates. Voilà, donc à Paris, vous voyez, vous avez des gens de notre niveau, avec également Gabriel de Mortillet, ingénieur, exilé en Suisse. Et en Suisse, pendant son exil, il prend connaissance des découvertes récentes dans les palaffites des lacs suisses, le lac de Zurich notamment, c'est-à-dire des habitats donc sur pilotis, construits apparemment dans le lac, puisque comme on est dans une période où les eaux ont beaucoup baissé, eh bien, on aperçoit des pilotis dans l'eau, et à la base de ces pilotis, on va trouver beaucoup de matériel, des haches, des objets en métal également. Donc, il va prendre connaissance de tout ce que trouvent ses collègues suisses. Il va être chargé, donc Gabriel Mortillet va être chargé du nouveau musée qu'a créé Napoléon III, le musée de Saint-Germain-en-Laye, donc l'ancêtre du musée actuel, bien sûr. Et il crée également une revue préhistorique qui s'appelle Matériaux pour l'histoire positive philosophique de l'homme. Et au musée de Saint-Germain, il élabore des classifications d'objets préhistoriques. Il a publié des ouvrages. Et donc, vers 1870, si vous voulez, l'homme préhistorique est conçu au pire comme une sorte de singe, au mieux comme un sauvage, un primitif. Ses préoccupations, pense-t-on, ne peuvent avoir été que grossières, utilitaires, et il n'a pu avoir d'autres soucis que celui de la survie. Voilà pour cette fois-ci. Merci à vous.